Bienvenue dans le débat de France 24. Nous sommes au Bourget où se tient la COP 21. C'est la dernière ligne droite et les négociations, eh bien, c'est difficile, vous le savez. Un texte devait être adopté ce soir à 18 h et finalement, eh bien, les négociations vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre jusqu'à demain, samedi, où un texte final devrait normalement être adopté. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'il y a encore des points de blocage et on va en parler avec mes invités, avec vous, Ella Cheikhroux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du Fonds vert pour le climat. Avec nous, Ismaël Bacherou, bonsoir. Vous êtes directeur général environnement et forêt auprès du gouvernement des Comores. Avec nous, Brice Lalonde, bonsoir, conseiller auprès de l'ONU pour le développement durable, ancien ministre français de l'environnement. Et Jean-François Julliard, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association Greenpeace France. Jean-François Julliard, où en est-on ce soir ? Nous, on est encore très inquiets parce qu'on a le sentiment que ce texte n'est toujours pas à la hauteur, de l'enjeu. Je rappelle que ce texte était censé nous mettre dans la bonne trajectoire pour rester sous 2 degrés et nous prémunir des conséquences les plus graves du dérèglement climatique. Or, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est encore loin du compte parce que le texte manque d'ambition, qu'il n'y a pas de vision à long terme très très claire. On sait que la seule solution pour nous permettre de rester sous les 2 degrés, c'est d'annoncer tout de suite la fin de l'ère des énergies fossiles. Il n'y a pas cette mention dans le texte, donc il reste encore une nuit de négociations, mais pour l'instant, on est encore loin du compte. On a des engagements des pays qui, on le sait, ne sont pas suffisamment ambitieux. Or, ces engagements-là, si on lit le texte tel qu'on l'a entre les mains aujourd'hui, ces engagements-là ne vont pas bouger avant 10 ou 15 ans. Donc la trajectoire, là, dans les années qui viennent tout de suite, elle n'est pas assez forte pour qu'on puisse se donner une chance de rester sous 2 degrés. Je ne parle même pas de rester sous 1,5 degré. Brice Lalonde, vous l'avez ce texte, vous nous le montrez, bon, on ne voit pas grand-chose, mais voilà, c'est 27 pages. C'était le texte hier soir. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous dites que ça va dans la bonne voie? Oui, moi je trouve qu'il est pas mal ce texte. Je trouve que, contrairement à ce que dit M. Julliard, il y a une révision en 2019, donc juste avant l'entrée en vigueur du nouvel accord, et tous les 5 ans, c'est ce qu'on demande, on demande aux pays de réviser, d'améliorer leur contribution. Écoutez, c'est jamais assez bien, mais d'abord, ce qui compte, c'est qu'il y ait un accord, que tous les pays soient d'accord et que tous les acteurs de la société, partout dans le monde, se rendent compte que la communauté internationale va dans un sens collectif, dans la même direction. Ensuite, ce sera aux entreprises, aux collectivités locales, aux pays, aux associations de faire mieux, de pousser, parce que finalement, ce n'est pas les négociateurs qui vont faire le job. Les négociateurs donnent le signal et ensuite, nous tous, nous courons. Ismaël Bacherou, vous êtes, je le disais, directeur général forêt environnement auprès du gouvernement des Comores. Les États insulaires, ce sont les premières victimes aujourd'hui du réchauffement climatique. Vous souhaitez une limitation de la hausse de la température à 1,5 degré. Est-ce que vous avez été entendu durant cette COP 21 ? Oui, je peux dire que les États insulaires ont crié fort par rapport à la température de 1 degré. Et je crois que ce cri a été attendu parce que ça figure dans le texte. Et comme a dit l'ancien ministre, maintenant il revient à tous les acteurs concernés par l'accord de Paris de conjuguer tous les efforts pour que cela puisse se réaliser d'une manière concrète. Mais c'est déjà une victoire du fait que déjà le 1 degré figure sur l'accord de Paris. Oui, mais Ismaël Bacherou, finalement, on peut mettre dans ce texte 1,5 degré, on aurait pu mettre aussi 0,5 degré. L'important, c'est quand même les résultats, c'est quand même les engagements des pays. Est-ce que vous avez des engagements aujourd'hui concrets des pays industrialisés vis-à-vis justement de vous, par exemple les Comores? Non, sur ce point, je pourrais dire que non. C'est quand même un gros problème, non? Parce oui, qu'on peut afficher de grandes ambitions. Mais déjà, il y a une chance qui nous dit qu'en 2018, il y aurait le rapport du GIEC qui allait sortir. Et puis après, il y aurait une évaluation. Et dans tous les 5 ans, il y aurait une évaluation. Et à partir de cette évaluation, on saura qui est le bon élève et le mauvais élève. Et c'est à partir de là qu'on va aller sur des rectifications. Et il faut comprendre aussi que dans ces négociations, ce n'est pas facile de concilier tous les points de chacun et de chacune. Oui, c'est avec 195 pays et c'est vrai que ce n'est pas évident de mettre tout le monde d'accord et que les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Il serait intéressant pour nous d'avoir le 1 degré comme
le barème à ne pas dépasser, mais aussi il faut tenir compte qu'il y a d'autres pays qui expriment des préoccupations qui sont aussi légitimes. Donc je trouve que ça c'est déjà une victoire, le fait que déjà le 1 degré figure sur le texte. Et la chèque roue, alors vous, ce que vous cherchez, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez obtenu ces 100 milliards de dollars à partir de 2020 ? Est-ce que vous les avez dans votre porte-monnaie, là, le fonds vert, ce soir? Vous pouvez nous dire, oui, on a l'argent? Le fonds vert a été créé pour recevoir une partie des 100 milliards par an. Aujourd'hui, nous avons des promesses de l'ordre de 10 milliards de dollars qu'il faudra investir sur une période de 4 ans. Donc, vous êtes satisfaite des 10 milliards? C'est suffisant? Pour débuter, il faut débuter quelque part. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons 40 pays à travers le monde, majoritairement des pays industrialisés, mais aussi des pays en voie de développement qui ont promis des contributions au fonds vert. Donc c'est un début. Certainement, ça ne répond pas à tous les besoins. Donc il faut continuer à renforcer la partie du texte de l'accord qui parle de la finance. Donc vous êtes satisfaite ce soir. Vous dites on a réussi à obtenir 10 milliards de dollars. Je suis satisfaite. Je repars de cette COP 21 satisfaite. Disons que les promesses de 10 milliards, on les a eues à la COP 20. Entre COP 20 et COP 21, on a converti plus de la moitié des promesses en contributions et on a commencé à investir. Nous avons approuvé 8 projets à travers le monde. Pour ce qui s'agit de COP21, donc c'était l'opportunité d'expliquer aux différents pays comment le fonds fonctionne et a commencé à être opérationnel, ce qui est une grande victoire parce que c'est un nouveau partenaire à de long terme dans cette lutte contre le changement climatique. Maintenant, bien sûr, nous pensons qu'il est absolument vital d'adopter un accord. Il y a 18 ans depuis la dernière fois qu'il y a eu un accord. Et le chapitre finance aura besoin de continuer à être renforcé à travers les années. Jean-François Juillard, je vous ai lu, vous avez dit « Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de tension durant cette COP ». Est-ce que vous pensez que ces prochaines heures, justement, il y aura la tension parce qu'il va y avoir la pression du temps et qu'on peut justement peut-être aller un peu plus loin? Oui, il faut absolument aller beaucoup plus loin. Moi, je suis désolé, mais je suis un peu sidéré de ce que j'entends sur ce plateau parce qu'on a l'impression qu'on a le temps de faire les choses, qu'on a le temps, qu'on verra l'an prochain, qu'on verra dans 5 ans, si on a les financements, si on a des ambitions et tout ça. On n'a plus le temps, on fait comme si c'était une COP parmi d'autres, mais c'était censé être la COP qui allait régler le problème, qui allait être un nouveau point de départ dans cette lutte contre les règlements climatiques, qui allait nous placer enfin sur la bonne trajectoire et tout. Non, on n'y est pas. Je ne fais pas du tout de défaitisme, d'autant plus que j'ai entendu de très bonnes choses dans cette COP, des annonces, les pays vulnérables qui ont demandé le 100% renouvelable à l'horizon 2050. J'ai entendu l'appel de 1000 maires dans le monde. J'ai entendu des entreprises qui allaient investir beaucoup d'argent dans le développement des renouvelables. Donc en dehors de la COP, en dehors de la bulle des négociateurs, il y a beaucoup de choses qui sont très très bonnes qui se passent. Et je suis très optimiste pour ça. Mais en revanche, l'accord tel que M. Lalonde l'a devant lui là ce soir, non, il n'est pas bon. Il ne nous garantit en rien qu'on restera sous 2 degrés. En rien. Alors justement, Brice Lalonde, c'est bien beau les jolis mots là dans votre texte. Oui, les 1,5 degrés, mais on peut promettre tout ce qu'on veut. Après, il faut quand même des actes concrets. Et là, il n'y a rien de contraignant dans votre texte. Quand je dis votre texte, c'est parce que vous l'aimez beaucoup ce texte. Enfin, vous êtes assez optimiste, en tout cas plus que Jean-François Juillard. Oui, mais si vous voulez, ce que vient de dire Jean-François Juillard est très juste. Il y a les négociateurs dans leur bulle, ils négocient sur des mots qui sont importants pour eux, parce que derrière, ce sont des réalités, etc. Mais tout autour, il y a plein de professionnels, d'associations, d'entreprises, de villes qui vont faire beaucoup de choses. S'il n'y avait pas d'accord, tous ces acteurs qui vont faire l'essentiel du travail auraient été découragés, parce qu'ils se seraient dit, les gouvernements nous demandent d'agir, mais ils ne sont même pas capables d'avoir un accord. Là, s'il y a un accord, et j'espère qu'il y aura un accord, alors tout le monde peut se mettre au travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut surtout pas faire l'erreur d'attendre d'une COP le salut du monde, ni d'ailleurs la fin du monde. C'est une impulsion. C'est une impulsion à caractère politique. C'est le Jiminy Cricket du monde, ça. C'est tout. Ce n'est que le Jiminy Cricket. Hein, la conscience des gouvernements, etc. Ensuite, le monde, c'est au monde lui-même d'agir et de se remuer. Et c'est ce qui va se passer. Je n'ai jamais vu autant d'entreprises, de collectivités locales prêtes à se mobiliser que dans cette COP-ci. Voilà. Et ils attendent l'accord. Bon, bah alors l'accord, on fait ce qu'on peut, mais il y en a un. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont reportées à plus tard. Et c'est vrai ce que dit Jean-François Juillard. C'est la fin des fossiles qui est importante, où c'est notamment, on commence par le charbon, qui est le pire pollueur. Mais ça va se passer à côté. C'est des coalitions qu'il faut monter entre États, collectivités locales, entreprises, parce que
196 États ne sont pas capables de le faire parce qu'ils découpent la nature et la terre en 196 tranches de saucisson. Et avec 193 tranches de saucisson, vous ne pouvez pas régler le sort de la planète, il faut que ça se passe à côté. En revanche, les gouvernements donnent le signal et c'est ça qui est capital. Ismaël Machirou, quand on est un État insulaire, quand on représente par exemple les Comores, c'est 800 000 habitants, qu'est-ce qu'on pèse réellement dans ces négociations face à des poids lourds, que ce soit des pays industrialisés ou des pays en voie de développement comme l'Inde, la Chine, le Brésil? Qu'est-ce qu'on pèse? Est-ce qu'on vous entend dans ces négociations? Vous avez raison, c'est un petit pays comme les Comores, c'est pas facile d'être attendu, mais c'est à travers les groupes de négociation que nous manifestons notre opposition. Donc nous, c'est à travers ces groupes, et je donne un exemple, les Comores font partie des petits États insulaires, fait partie des PMA, groupes africains, pays arabes, mais aussi 77 plus la Chine. Donc nous manifestons notre opposition à travers ces groupes et au final, c'est la position du groupe qui prime parce que tout le monde débat et on accorde une position qui serait défendue à travers les différents groupes de négociation. Donc, les Comores, comme les autres pays États insulaires ou bien les pays en développement, leur voix pèse à travers la position des groupes. Jean-François Julliard, les pays du Sud, est-ce qu'ils se battent ou est-ce qu'ils sont dans un rôle un peu passif, un rôle un peu de victime? Au contraire, est-ce qu'ils ont été offensifs durant cette COP? C'est difficile pour moi de vous répondre parce que comme on est, nous, association avec un statut d'observateur, il y a beaucoup de réunions qui se passent à huis clos, enfin en tout cas à huis clos pour nous. Donc c'est difficile pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé dans les salles de négociation, dans les réunions de négociation et c'est difficile de savoir quels sont les acteurs qui se sont vraiment battus ou pas. Moi, j'ai entendu au tout début de cette COP l'appel des pays vulnérables pour viser un horizon fait de 100% d'énergie renouvelable en 2050, en expliquant très clairement que c'était le seul moyen de rester sous les 2 degrés ou les 1,5 degré, que c'était une question de survie pour ces pays-là. J'espère que ce message-là a été porté dans les réunions de négociation haut et fort par ces pays-là, parce que ça, c'est important, effectivement, ce sont les pays les plus directement concernés, ceux qui sont déjà affectés par les conséquences du dérèglement climatique ou qui vont l'être dans un futur très très proche, et donc j'espère qu'ils ont su faire entendre leur voix et peser dans les discussions. C'est pas compliqué justement quand on est des petits États de faire entendre sa voix face à des grands pays industrialisés. Oui, qu'est-ce qu'on compte? C'est toujours compliqué, mais malgré tout, je crois qu'il y a une légitimité, une crédibilité des États, notamment qui sont ceux qui sont déjà touchés par le dérèglement climatique, qui sont largement entendus, ils sont très entendus, très écoutés par les médias, très écoutés par la société civile. Donc je pense que ces pays-là ont, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur population, finalement, ont un message à porter et souvent un message qui sont entendus. Je me souviens de COP où il y avait des sorties très très fortes des Philippines ou d'un certain nombre de pays qui tapaient du poing sur la table en disant mais c'est notre survie qui est en jeu. Là, j'ai pas entendu ça à Paris. Et là, Cheikh Roux, justement concernant le Fonds vert, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un projet qui est porté par le Fonds vert pour que ça soit un peu concret pour nous? Oui, tout à fait. Par exemple, au Malawi, nous allons investir dans un système de mesures hydrométéorologiques parce que l'infrastructure qui existe dans le pays est tellement incomplète que les petits fermiers ou les pêcheurs ne reçoivent pas la granularité ou le détail d'informations climatiques qui leur permet de prévoir quand il va y avoir une inondation ou quand il va y avoir une saison de sécheresse. Donc ce genre d'infrastructures qui sont très développées dans les autres pays avancés n'existe pas au Malawi et dans plusieurs pays africains d'ailleurs. C'est une vraie opportunité d'amener avec un coût efficace quelque chose qui va les aider à s'adapter à la réalité du changement des saisons qui est causé par le changement climatique. C'est un investissement urgent et c'est un bon début que le Fonds vert a effectué. Nous avons investi quelque chose de similaire aussi au Bangladesh, mais plutôt lié à des refuges pour réagir aux cyclones et donc être plus près à des désastres naturels. Vous avez combien de projets en cours aujourd'hui? Nous avons 8 projets et programmes en 8 cours. 8. Et 8, c'est un début. Ça paraît ridicule en fait. Nous venons de commencer. Vous pouvez voir n'importe quel fonds dans le monde, privé ou public, qui a ouvert ses portes pour commencer à investir en juin 2015. Et il y a eu une réunion du Conseil pour approuver des approbations, pour approuver des projets. Le fait d'avoir investi dans des projets qui, à travers les années, vont amener 1,3 milliard de dollars d'investissement dans les pays. Et notre contribution directe, c'est 170 millions. Et à terme, ça va être 200 millions de plus.
C'est quand même remarquable. Nous avons un programme entier en Amérique latine qui va directement toucher 5 pays pour l'efficacité énergétique et le financement des sociétés de services de l'énergie, qui sont des sociétés qui n'ont pas accès au financement et qu'on va aider à accéder au financement. Et c'est un des thèmes que le GIEC mentionne comme vraiment un grand gap dans le financement de l'atténuation du changement climatique. Brice Lalonde, les investissements privés, ils sont là aussi. Et surtout, est-ce qu'il y a bien un partenariat entre privé et public? Parce que je crois que ce partenariat, il est fondamental aujourd'hui. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il existe? Oui, bien sûr, il existe. Mais il n'existe qu'en dehors, en général, de cette négociation, dans les pays, sur des projets, sur des investissements, parce que c'est la question du développement aussi. C'est la même, en fait, en quelque sorte. Les investissements contre le changement climatique ou pour l'adaptation, ça d'ailleurs, ça touche surtout l'eau dans beaucoup de pays, s'additionnent en quelque sorte aux investissements normaux en l'absence de changement climatique d'un pays. Parce qu'au fond, c'est toujours le développement. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup d'argent public en ce moment, l'argent public, on essaye de le faire, de lui donner un effet de levier, de manière à ce qu'il donne confiance à des investisseurs privés ou qu'il apporte des garanties, etc. Donc oui, les investissements privés arrivent. Ils n'arrivent peut-être pas assez vite, mais ils arrivent quand même relativement vite. Et vous avez dans la finance mondiale maintenant un mouvement qui désinvestit du charbon ou des énergies fossiles en se disant attention, c'est peut-être très dangereux. Et puis d'abord, peut-être que dans 10 ans, on nous comparera aux fabricants de cigarettes. Les fabricants de cigarettes, au départ, ils avaient dit c'est très bon pour la santé. Et puis maintenant, en correctionnel, on ne veut pas ça pour nous, financiers. Donc on va investir de plus en plus pour le développement, pour les énergies renouvelables, etc. C'est parti, mais ce n'est pas si simple que ça de dépenser de l'argent. Excusez-moi, ça a l'air facile comme ça de dire il y a qu'à mettre 100 milliards. Attendez, il ne faut pas les dépenser n'importe comment, il faut que ce soit sérieux. Et en ce moment, il y a un très gros effort à faire précisément pour définir quels sont les bons projets d'adaptation. Ça veut dire quoi exactement, qui sont additionnels, etc. Vous savez, à chaque jour suffit sa peine. C'est quand même formidable que le Fonds vert existe, qu'il ait déjà son conseil d'administration. Et puis, il n'y a pas que le Fonds vert. Il y a il y a la Banque mondiale. Ça va trop doucement, le Fonds vert. On trouve que l'argent qui est mis dedans, finalement, Copenhague, on avait déjà aussi dit qu'il fallait 10 milliards. Aujourd'hui, on est en 100 milliards. 100 milliards, pardonnez-moi. On est aujourd'hui en 2015. Et la Cheikh Roux, bon, elle est contente, mais elle n'a que 10 milliards dans sa caisse. Oui, Jean-François Julia. Il y a d'autres fonds. Juste pour rebondir sur ce que monsieur... Oui, je vais vous donner la parole. Et la Cheikh Roux, allez-y, vous voulez réagir. Juste pour rebondir sur ce que monsieur Lalonde a dit, effectivement, le Fonds vert pour le climat a été structuré d'une manière qui a appris des expériences passées et la réalité qu'il faut engager le secteur privé. Donc le programme d'efficacité énergétique que je mentionnais est justement de donner des garanties de risque pour permettre aux petites entreprises de services énergétiques qui financent l'efficacité énergétique d'accéder au marché obligataire, qui est un marché énorme, mais qui pour l'instant ne finance pas directement de manière significative l'action changement climatique. Donc il faut vraiment utiliser à bon escient les finances publiques pour attirer les finances privées lorsque c'est faisable, lorsque c'est rentable, et utiliser les finances publiques pour donner les financements qui ne sont pas rentables, souvent pour l'adaptation. Ce n'est pas possible d'utiliser le secteur privé. Et je dirais que je suis contente qu'il y ait un début. Mais je pense sincèrement qu'il faut croître de manière significative dans le temps. Et c'est une opportunité réelle aujourd'hui. Tout dollar ou euro d'argent public qui est mis dans le Fonds vert pour le climat ou autre mécanisme et qui va permettre d'investir aujourd'hui, comme le disait M. Julliard, il faut investir aujourd'hui, pas dans 20 ans. C'est là où on va avoir les dividendes en termes de réduction de l'action climatique. Mais vous avez eu des promesses, un mot, c'est beaucoup de promesses de dons. Est-ce que ces promesses de dons vont se concrétiser? Vous n'avez pas de doute là-dessus? Alors, aujourd'hui, nous sommes en cours de signature avec la France et le Canada. Avec ça, on aura signé plus de 6,5 milliards de dollars à partir des 10. Donc, il y a du progrès et nous continuons à appeler... Donc, les 10 milliards ne sont pas encore vraiment dans la cagnotte. Nous continuons à inviter des parties à nous donner des ressources. Cette année, il y a eu des nouvelles promesses de à peu près 14 entités, pays, villes et régions. Bien sûr, c'est petit, mais avec les petits ruisseaux, on fait les grandes rivières. Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, moi, c'est ce que je retiens de cette COP, c'est avec les petits ruisseaux, on fait les grandes rivières. On a beaucoup d'ambition. Je vais vous laisser réagir. On a beaucoup d'ambition. Maintenant, il faudra voir si ces ambitions-là se concrétisent. Ismaël Bachir, vous vouliez réagir à ce que disait... intervenir par rapport à ce que disait Brice Lalonde. Au financement privé. Parce que nous avons constaté que ce financement privé ne bénéficie qu'aux pays développés. Pour les pays en développement, les pays insulaires, ça pose un grand problème. Parce que le secteur privé pose comme principe, il faut que le climat des affaires des pays en voie de développement
des pays les moins avancés soient conformes aux normes des pays développés pour investir dans ces pays. Et là, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un privé qui... Venir aux Comores, par exemple, investir dans la transition énergétique. Effectivement. Donc, c'est toujours l'argent public qui sévit dans ces pays. Mais le financement privé ne bénéficie qu'aux pays développés. Et je peux le dire en haut et fort, comme vous venez de le dire. Je n'ai jamais vu un privé dire que voilà, un pays comme les Comores qui a des problèmes énergétiques, je suis là et je vais vous soutenir dans le secteur énergétique. Et même l'argent public, est-ce que de cette COP, est-ce que vous avez eu, vous, les Comores, alors je n'ose même pas dire l'argent, je veux dire des promesses de dons? Allez. Par rapport au Fonds vert climat, pas encore. Pas encore. Mais le GIEF, si, on a eu des financements à hauteur de 30 millions de dollars qui sont investis dans l'agriculture, dans l'eau et dans les secteurs de l'eau, mais aussi sur les catastrophes liées au changement climatique. Oui, mais par rapport au Fonds vert climat, pas encore, parce qu'il s'agit d'un fonds nouveau et que ça pose aussi également un problème pour les pays pour accéder à ce financement. On ne sait pas avec exactitude le guideline qui permet d'avoir un projet bancable acceptable par le fonds. Et tout ça, ça pose un problème. Oui, c'est compliqué quand même. C'est compliqué pour accéder à cet argent, si je comprends bien. À la fois pour accéder à l'argent privé, mais aussi pour accéder à l'argent du Fonds vert. C'est difficile, pas pour les pays peut-être en voie de développement qui ont une certaine croissance. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde ou même au Brésil, mais des pays comme le vôtre, des États insulaires, c'est compliqué, Jean-François Julliard ? Oui, c'est compliqué. On voit à quel point c'est compliqué d'obtenir de l'argent et c'est compliqué de le dépenser. Donc il y a quelque chose qui est quand même qui fonctionne très très mal. Moi très honnêtement, maintenant qu'on a fait un tour de table, je ne vois toujours pas les raisons que vous avez les uns et les autres de vous réjouir. Très honnêtement, quand on met tout ça, c'est vrai, quand on entend Ismaël Bachirou, on n'a pas envie de se réjouir. On pourrait se réjouir si on avait 2 siècles devant nous. Or, on ne les a pas. C'est ça le problème. J'entendais Brice Lalonde dire il y a un signal. Moi, honnêtement, je suis désolé, je me mets dans la peau aujourd'hui du patron d'une compagnie pétrolière. Je me dis, j'ai reçu aucun signal qui m'indique que je dois désinvestir des énergies fossiles et me tourner vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, avec cet accord-là, on verra demain ce qu'il en sort. Aujourd'hui, je suis patron d'une industrie pétrolière, je me frotte les mains en me disant, c'est bon, rien ne change, je peux continuer à avoir mon activité d'extraction des hydrocarbures. On parle de financement, on voit bien que le fonds vert, c'est extrêmement compliqué d'obtenir 10 milliards. D'un autre côté, les États dépensent en subventions publiques 500 milliards d'euros chaque année dans les subventions aux énergies fossiles. On voit bien qu'il y a une vraie hypocrisie là-dedans. On ne trouve pas plus que 10 milliards pour financer les projets qui sont bons pour le climat. En revanche, on continue de subventionner à hauteur de 500 milliards d'euros les énergies qui sont les plus néfastes pour le dérèglement climatique. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ce monde-là. Vous voulez réagir, Ella Cheikrou, à ce que vient de dire Jean-François Julliard? Je vous donne la parole, Brice Lalonde. Je voudrais réagir plutôt à ce que M. Bachirou a dit pour renforcer le point que l'appétit du secteur privé international n'est pas le même pour tous les pays en voie de développement. Donc il est vrai que pour un petit pays ou un pays dont la signature souveraine n'est pas très élevée, il faut trouver des structures qui permettent surtout d'attirer des investisseurs qui sont prêts à prendre le risque de ce pays. Et en général, il faut essayer de trouver des acteurs régionaux et aussi un acteur comme le Fonds vert pour le climat peut participer en aidant à absorber une partie du risque parce que nous, on est prêts à prendre le risque Comores et comme ça, on peut faire le partenariat public-privé. C'est vrai que c'est des structures... Il dit quand même que c'est difficile d'obtenir de l'argent justement du Fonds vert parce qu'il faut que les projets soient validés et que c'est pas de l'argent qu'on verse comme ça sur le compte en disant... vient d'ouvrir ses portes en juin 2015 et donc M. Bachirou a bien raison que les règles d'opération du Fonds vert ont été définies très récemment et nous sommes en train de préparer des guides en français pour les pays francophones. Nous avons aujourd'hui 30 pays dont 80% sont des petits pays insulaires ou des pays moins avancés ou des pays africains qui ont reçu des petits dons pour les aider à mieux comprendre comment accéder au fonds vert. Et je dirais que les 3/4 des projets investis... Ismaël Bachirou, il va lire ce petit guide et il viendra frapper à votre porte pour vous demander de l'argent. Brice Lalonde, je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Jean-François Julliard, c'est-à-dire que les pays pétroliers, Arabie Saoudite, Venezuela, qui se frottent ce soir les mains. Alors, et qui se dit c'était formidable cette COP21. D'abord, je voulais dire que le développement, c'est d'abord l'affaire du pays lui-même.
c'est que c'est le secteur privé du pays qui doit d'abord commencer à investir, à montrer que l'économie décolle. Je veux dire, et puis on s'entraide ensuite, etc. On ne peut pas dire j'attends que l'argent me tombe du ciel pour me développer, ça n'existe pas. Donc voilà, donc déjà il faut essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Mais si on peut aider les Comores, moi je serais ravi. Si je connais des investisseurs qui sont prêts à investir dans les Comores, on verra ça ensemble plus tard si vous voulez. On peut toujours améliorer les choses et faire des efforts et trouver des moyens ou des projets intéressants. Sur les pétroliers, alors d'abord, beaucoup de pétroliers de ces pays dont vous parlez sont des compagnie d'État. Donc devant vous, vous n'avez pas une compagnie privée, vous avez l'État pétrolier. L'essentiel du marché pétrolier, c'est des marchés d'État. Hein, donc voilà. En revanche, quand vous prenez un certain nombre de pays de pétroliers privés, eux, ils ont commencé. Justement, ils ont commencé. Ils ont décidé de sortir du charbon d'abord. C'est très important. C'est la première fois qu'au sein de l'industrie des combustibles fossiles, il y a une désolidarisation. Les pétroliers sont d'accord pour dire allez, il faut sortir du charbon, d'accord. Lesquels ? Par exemple Total, par exemple BP, par exemple Shell, par exemple même la compagnie nationale d'Arabie Saoudite, elle faisait partie de cette initiative. Donc d'accord pour le charbon. C'est très important, ça veut dire qu'ils vont essayer de se mettre d'accord pour des coalitions pour passer au gaz ou à d'autres énergies moins sales. C'est un premier pas. Vous savez, c'est très difficile d'avoir tous ces ennemis en face de vous en même temps. Hein. Il vaut mieux les diviser pour les vaincre l'un après l'autre. Donc les pétroliers ne sont pas idiots. Et Total, par exemple, est la seconde compagnie solaire du monde. Ils ont une usine solaire, ils investissent dans le solaire. L'Arabie Saoudite l'a dit en tous les cas, l'a dit, nous, notre prochaine étape, c'est le solaire. Donc c'est pas tout noir, quoi. Voilà, ça avance, ça va peut-être pas assez vite, mais ça avance. Et bien c'est à nous ensuite, à vous, de pousser et d'appuyer sur les bons boutons. Vous pouvez pas justement dire il faut que ça vienne d'un coup comme ça, parce que forcément il y a une transition. Donc aidez-nous à définir cette transition. Et moi je vous dis, c'est pas là-dedans. Arrêtez d'être comme des fous comme ça au basque des négociateurs. Les négociateurs, les plus beaux négociateurs du monde ne peuvent donner que ce qu'ils peuvent donner. C'est pas grand-chose. Jean-François Julliard. Oui, à ce moment-là, il ne faut pas faire de COP. Hein. Si le texte ne sert à rien et qu'il ne faut pas tout attendre de ça, il ne faut pas faire de COP. Très honnêtement, il faut arrêter de dépenser autant d'argent, il faut arrêter de faire venir 40 000 personnes tous les ans aux quatre coins du monde. Il faut trouver autre chose. Donc, ça avait décidé de ne plus suivre les COP. Non, c'est faux. C'est faux. On n'a jamais décidé de ne plus suivre les COP. C'est faux. Donc on est là pour être à la fois à l'intérieur pour faire pression parce qu'on estime qu'il y a quand même une possibilité et ce qu'on regrette cette année c'est qu'il y avait une opportunité historique d'envoyer un vrai signal à ce monde qui est en marche et que les négociateurs ne sont pas parvenus à écouter ce monde qui est en marche. Il y a un vrai décalage entre ce qui se passe dans la vraie vie, dans l'économie réelle, dans la société civile, en dehors de cet endroit ici au Bourget et ce qui se passe dans ces salles de réunion. Et nous on a essayé autant que possible pendant ces 2 semaines de raconter aux négociateurs qui sont enfermés dans des salles ce qui se passe dans le vrai monde parce qu'ils sont à la traîne par rapport à ce qui se passe dans le vrai monde. Donc ce qui me réconforte parce que je reste résolument optimiste sur cette question de la crise climatique, c'est ce qui se passe à l'extérieur. En revanche, ce qui se passe ici est assez déprimant. Ismaël Bachirou, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les pays riches acceptent de partager le fardeau avec les pays pauvres ? J'ai le sentiment que les pays développés ne sont pas très engagés à partager ce fardeau avec les pays pauvres. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, les grands pays producteurs du pétrole, ils sont contre la proposition de 1 degré. Et ça, c'est par rapport à des considérations économiques liées au pétrole et autres. Et par rapport au financement, Madame a dit qu'elle a reçu 10 milliards. Ça a commencé depuis l'année dernière au Pérou. Et rien n'a bougé. Et d'ailleurs, c'est ça les questions qui posent problème aujourd'hui. Ce sont les questions de financement. Parce que ce n'est pas garanti à 100% que les pays développés allaient donner les 100 milliards promis depuis 2009. Et c'est ça ce qui pose problème. Il faut que les pays en voie de développement, les pays insulaires et les autres groupes vulnérables soient rassurés que ce financement soit une garantie à long terme et que ça ne soit pas des promesses. Madame vient de le dire, que depuis l'année dernière, et c'est aujourd'hui qu'elle allait avoir 6 milliards entre la France et le Canada. Vous voyez que ça ne marche pas comme on le souhaitait. Donc on ne pourrait pas dire que les pays développés ont la conscience
qu'il y a urgence d'agir et qu'il y a certains pays qui sont victimes, qui ressentent déjà les impacts du changement climatique. Alors justement, aux Comores, très concrètement, par exemple, quel est l'impact aujourd'hui du réchauffement climatique sur l'archipel? Vous avez un ou deux exemples à nous donner? Oui, là, il n'y a pas un exemple à donner. Une question de survie. Pour nous, c'est une question de survie. Parce que si on n'arrive pas à inverser la tendance, on n'arrive pas à stabiliser la température à 1 degré, je peux vous dire, madame, que les Comores seront rayés de la carte. Parce qu'actuellement, il y a une pénétration de la mer vers la terre ferme. Il y a un grand grignotage de la mer vers la terre. Il y a plus de 70 000 personnes seront déplacées parce que la mer aura occupé la terre ferme. Et vous voyez les conséquences économiques liées à tout ce changement. Donc ça, c'est une conséquence grave pour les petits États insulaires. Je donne un exemple de 2012. Il y a eu de graves inondations et c'est la première fois que les Comores ont assisté à une migration climatique. Oui, certains villages ont été envahis par l'eau. Au moins ici en France, si on voit ça à la télé, s'il y a des inondations, au moins il y a les possibilités d'évacuer les gens, d'assister ces gens-là. Par contre, ici, au Comores, il n'y a pas un mécanisme qui prend en charge toutes ces personnes qui sont impactées par les inondations. Et c'est pourquoi on s'est battu fort pour que les pertes et les dommages soient inscrits dans le texte. Et c'est le cas aujourd'hui, pertes et dommages, c'est inscrit dans le texte. C'est inscrit dans le texte. Donc ça, c'est une vraie avancée quand même. Ça, c'est une vraie victoire pour nous, petits États insulaires. Brice Lalonde, vous qui l'avez le texte, c'est inscrit dans ce texte, les pertes et dommages? Oui, c'est inscrit avec, disons, un programme de travail dans les prochaines COP, justement. Mais c'est l'affaire du siècle. Et alors, en plus de ça, ce serait une erreur de ne voir que le carbone ou que le climat. Vous avez la nourriture, vous avez les sols, vous avez les animaux, vous avez la mer qui s'acidifie, les poissons, il n'y en a plus, etc. Il y a un ensemble de crises. Et donc, si vous voulez attendre, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas tout attendre une COP, mais évidemment, il faut qu'elle continue, parce que pour l'instant, c'est le seul endroit de légitimité internationale avec tous les États. Donc, il faut bien que ça continue. Mais bien entendu, la solution viendra de tous les efforts de tous nos concitoyens. Autrement, ça ne marchera pas. Dans le texte, là aussi, parce que vous l'avez, je vous donne ensuite la parole à Cheikh Roux. Est-ce que le terme de réfugié climatique, est-ce qu'on le trouve dans ce texte-là? Parce que justement, il en parlait, Ismaël Bachirou, justement, de ces personnes qui sont évacuées, de ces personnes déplacées. Est-ce que les réfugiés climatiques sont pris en compte? Je crois que dans l'adaptation, on parle de déplacement des populations, mais alors à ce moment-là, ça renvoie à une autre négociation qui se trouve à Genève avec les réfugiés. Ça s'appelle l'initiative Nansen. Et donc, justement, ça aide très, très concrètement à aider les personnes qui sont déplacées à cause d'un typhon, d'une tempête, à revenir. Ça les aide concrètement. Mais en revanche, il y a tellement de réfugiés dans le monde aujourd'hui à cause des guerres et à cause d'autres questions qu'on ne sait pas très bien comment définir exactement un déplacé ou un réfugié climatique. Lisez-le. Pour l'instant, dans cette version, sous l'article 5, le chapitre sur pertes et dommages, une des options, en fait, ce n'est pas encore finalisé. C'est les options, c'est les crochets, les fameux. C'est pas une option, c'est dans un autre. Pardon, c'est dans l'article 2. C'est dans le paragraphe 2 sous l'article 5, qui est le chapitre sur dommages. Sous la lettre F, nous parlons effectivement de déplacements, migration et relocalisation planifiée qui sont dus au changement climatique. Et je tiens à souligner que il y a une conscience claire sur le fait que les cas des petits pays insulaires et de toutes les zones qui sont côtières est très sévère. Et c'est le genre de projet qui nécessite des financements publics. Ne peuvent pas être faits par des financements privés. Pour quelle raison? Parce que ça ne génère pas de revenus de construire une protection côtière. Et c'est pour ça que je tiens à dire que les avancées sont positives, mais ne sont pas suffisantes. Donc, effectivement, sur le chapitre 6 de l'accord, qui parle des finances, il est important que les mécanismes financiers de la Convention CNUC de changement climatique aient une vision claire de leur croissance. Parce que nous, comme mécanisme, un des mécanismes de la Convention, nous avons une gouvernance démocratique, comme les Nations Unies, dans laquelle l'Afrique, les petits pays insulaires ont des sièges et peuvent décider de leurs faits et de comment l'argent sera dépensé. Actuellement, le texte mériterait à être plus clair sur le fait que
quand il s'agit de la croissance financière, une partie significative irait à travers ces mécanismes démocratiques sous la Convention. La plus simple serait une taxe carbone mondiale, avec tous ceux qui émettent trop payent une taxe et aident les pays qui n'émettent pas. On en a parlé justement de cette taxe carbone. Ça pose problème avec l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est ça ce qui pose problème. Mais bien Parce sûr. qu'ils ne veulent pas qu'on parle de taxe carbone. Mais bien sûr, alors dans le texte, il y a une petite phrase disant qu'un prix du carbone serait utile. Mais évidemment, chaque jour suffit sa peine. Alors voilà, donc en effet, c'est très très difficile. Et à la fin, la solution, ce sera peut-être de faire des coalitions entre ceux qui veulent pour faire des choses concrètes. C'est ce qui se passe pour le méthane, comment est-ce qu'on peut supprimer le méthane ou le réduire. C'est ce qui se passe pour les fours améliorés, comment est-ce qu'on peut faire la cuisine sans s'asphyxier et sans couper tous les arbres, etc. Donc il y a des initiatives comme ça. Comment est-ce qu'on peut supprimer un réfrigérant qu'on a adopté et qui malheureusement contribue au réchauffement climatique, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives. C'est la voie de l'efficacité, ce sont des coalitions à côté. Mais elles ont besoin d'être, en quelque sorte, qu'il y ait un accord, quoi, que l'on sente que les gouvernements sont d'accord et vont dans la même direction. C'est pour ça que ce n'est qu'un signal, mais ce signal est capital. Jean-François Juillard, justement sur le marché carbone, il n'en a pas été question durant cette COP. Il y a eu un petit mot sur la taxe carbone évoquée dans ce texte sur le prix carbone. Est-ce que ça ne serait pas ça aujourd'hui finalement la solution? C'est un grand marché carbone, un marché mondial. Je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, ce serait un signal fort, c'est certain. La solution, c'est de supprimer les émissions de CO2. C'est pas simplement de les payer et d'avoir une taxe à payer quand on émet du CO2. Il faut simplement arrêter ces émissions de CO2. C'est ça la solution. En revanche, effectivement, avoir une taxe carbone serait un vrai signal. C'est malheureusement regrettable que deux pays, Venezuela, Arabie Saoudite, on vient de le dire effectivement, que deux pays, contre l'avis peut-être de 193 autres, aient réussi à empêcher que cette mention figure dans ce texte-là. C'est là qu'on voit toute la complexité de cette mécanique onusienne. C'est qu'effectivement, un pays peut tout seul parfois empêcher de faire avancer ces négociations. Moi, par rapport à la taxe carbone, moi, je ne suis pas très partant. Parce que, je donne un exemple, les Comores, c'est un pays à carbone. Il y a la France, par exemple, qui dépasse son quota et pourrait venir aux Comores acheter notre quota. Est-ce que là, on a contribué réellement à réduire l'émission des gaz à effet de serre? Je trouve que ça aussi, ce n'est pas une solution. C'est ce que dit finalement Jean-François Juillard, sauf que vous le dites avec un exemple concret. Finalement. Oui, la solution, c'est de fixer un objectif, de réduire, que chaque pays s'engage à travers son CPDN, que voilà, nous par exemple au Comores, on s'est dit que d'ici 2030, on diminue de 84%. C'est pour donner un signal à tous les pays qu'un petit pays comme le Comores s'est engagé à hauteur de 84%. Donc vous êtes émetteur de gaz à émission de fer? Je disais que nous sommes un puits à carbone. Cela veut dire que nous émettons pas beaucoup de... Pas beaucoup. Donc bon, j'ai pas envie de vous dire c'est facile d'avoir une ambition haute. C'est plus facile qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela ou l'Angola. Mais au moins, il fallait afficher. C'est un geste. C'est bien d'afficher. On n'est pas émetteur, réduire de 84% quelque chose qui est déjà petit, c'est quand même remarquable. Oui, c'est déjà remarquable. On a voulu donner un signal à tous les pays du monde qu'il faut faire attention, il faut prendre en compte les préoccupations des petits États insulaires. Brice Lalonde, si on devait faire les bons et les mauvais élèves de cette COP, mais oui, mais voilà, on veut que les choses soient dites. Tout d'abord, quels sont les bons élèves? Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont un peu étonné en vous disant « Waouh, celui-là, il a vraiment fait des efforts, on sent qu'il y a une vraie inquiétude. » Le Costa Rica, par exemple. C'est un pays tout à fait remarquable, le Costa Rica. D'abord, il a une biodiversité fantastique, il protège ses forêts. Il n'a pas d'armée, ce qui est assez frappant dans ce monde d'aujourd'hui. Eh ben, le Costa Rica a décidé d'être zéro carbone. Voilà, assez rapidement d'ailleurs. Évidemment, ils sont aussi favorisés par la nature, ils ont des volcans, ils ont des hydrauliques, ils ont du vent, mais enfin quand même ils l'ont décidé. Allez, on va le faire. Donc ce pays n'est pas un pays hyper développé, quoi. Il ne fait pas partie de la catégorie des pays développés. Eh ben, il montre l'exemple. Vous voyez, donc il y en a comme ça. Il y en a un certain nombre d'autres, hein. Et même par exemple la Norvège. Alors les Comores, on s'est engagé à hauteur de 84%. Il fallait quand même applaudir. Bravo. C'est une grande initiative. En effet. Alors d'abord, je l'apprends ici, donc félicitations, en effet. Vous voyez, et parmi les pays développés, je pense que c'est la Norvège qui va arriver la première à zéro émission. Bon, maintenant, il faut voir.
il y a un effort quand même. Regardez, même les États-Unis. Alors, je sais bien que les États-Unis sont un des principaux pollueurs historiques et en même temps par habitant aujourd'hui. Mais enfin, regardez, le président Obama se bagarre, il a du mal avec ses républicains, etc. Il le fait, quoi. Bon, il faut l'aider parce qu'on ne sait jamais ce qui va devenir, ce qui va se passer. Donc, Mais de même la manière Chine, générale, on a envie de dire. il y a- La Chine aussi. La Chine aussi, bien sûr. Bah oui, la Je Chine. voulais intervenir que Ensemble, d'ailleurs. peut-être le premier élève cette fois-ci, c'est la Chine. Parce qu'on a assisté à plusieurs COP, on voyait les interventions de la Chine. Et cette fois-ci, avec l'intervention de ce ministre le jeudi, là, c'était un discours très conciliant. Donc je trouvais que la position de la Chine va en s'améliorant. Donc cette fois-ci, peut-être la diplomatie française a pesé sur la Chine, je ne sais pas. Bah, il faut dire, quand on voit au-delà de la diplomatie, pardonnez-moi, mais cette semaine on a pu voir les images quand même de Pékin qui était en alerte rouge. On n'y voyait plus clair du tout dans les rues. On a l'impression qu'il faisait nuit noire et que c'était à cause de la pollution. Donc je veux bien croire que la diplomatie est un moyen de pression, mais enfin eux ils vivent quand même concrètement, les Chinois, la pollution. La Chine, Jean-François Julliard, vous dites quand même bravo, il y a quand même de vrais efforts. Bah, la Chine, c'est clair que c'est une question de survie pour eux. Je ne crois pas que la diplomatie française, j'en suis désolé, ait eu une influence sur la politique énergétique ou la politique climatique de la Chine. La Chine, c'est une question de survie pour sa population, une question de survie pour son économie qui est en train de souffrir de la pollution dans les grandes villes. Donc oui, la Chine, pour la première fois, accepte de prendre des engagements. Mais c'est pareil, le compte n'y est pas parce que la Chine va simplement commencer à décroître ses émissions de gaz à effet de serre en 2030. Donc jusqu'en 2030, elle va continuer d'augmenter. Donc là, c'est pareil. Oui, c'est un effort parce que c'est compliqué pour la Chine de faire des efforts. C'est la première fois qu'elle s'engage comme ça qu'elle prend des engagements. Mais voilà, encore une fois, ça ne va pas assez vite et ce n'est pas ça qui va nous permettre de rester sous les 2 degrés. Un mot quand même sur l'Inde aussi, hein. Parce que l'Inde était un peu à la traîne par rapport à ses engagements. Est-ce que là, il y a eu un effort qui a été fait du côté de l'Inde ? Il y a un effort qui a été fait, oui, mais enfin c'est vrai que là encore, ce n'est pas suffisant parce que l'Inde, elle vit aussi sur du charbon, hein, elle utilise beaucoup de charbon. Et elle veut se développer, elle veut dépasser la Chine même, vous voyez, donc il y a une espèce de course comme ça en Asie. Mais enfin, vous savez, tous ces pays me voient la mer monter. Et toutes les grandes villes du monde, elles sont au bord de la mer, et justement là-bas aussi. Et donc, également, Shanghai, c'est pas loin d'un typhon, hein. Il y a des typhons qui sont arrivés pas loin, comme à New York, Sandy. Donc tous ces pays, quand même, font attention. Ce qu'il y a de nouveau à cette COP, même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que l'on voudrait dans l'idéal, il y a eu tous les chefs d'État du monde. Attendez, c'est la première fois, tous les chefs d'État du monde. Or, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aucun d'entre eux ne peut dire « Ah, j'étais pas au courant ». Ah bah, si tu n'étais pas au courant, bah, il fallait pas venir, hein, etc. Ils sont tous venus. Aussi à Copenhague, sauf qu'ils sont venus à la fin, ils ne sont pas venus au début. Exactement, ils ont sauvé d'ailleurs la situation à Copenhague, on pourra en reparler après. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des contributions de tous les pays. C'est la première fois aussi que, en quelque sorte, avant la COP, on savait vaguement ce qui allait sortir et que c'était déjà insuffisant. Donc si vous voulez, la grande avancée à mon avis de cette COP-ci, c'est que tous les pays émetteurs savent qu'ils émettent et qu'ils émettent trop, qu'ils vont réduire, alors avec des difficultés. En revanche, le principal problème, c'est l'adaptation dans les pays en développement ou dans les pays pauvres. C'est là le principal problème parce que pour eux, le compte n'y est pas en fait. Et donc, bon, je pense que c'est la principale difficulté de cette COP. Et ben, je veux dire, tous ces pays disent, mais écoutez, moi, j'ai rien émis, je ne suis pas un pollueur et c'est moi qui vais souffrir. Donc là, il y a une vraie difficulté. Oui, c'est le problème de la justice à l'échelle mondiale. Voilà, c'est quelque chose que pour l'instant... Dans le texte, la Brice Lalonde, que vous avez, il y a écrit une limitation de la hausse de la température de 1,5. Oui, il y a écrit 1,5 et c'est très important, même si vous trouvez que c'est sûrement symbolique, parce que ça veut dire que toute la collectivité internationale reconnaît que ce serait mieux d'arriver à 1,5. Alors on peut les prendre en quelque sorte au bout après. Et là, Cheikhou, vous êtes satisfaite? Vous dites quand même, il y a quand même un chemin quand même qui a été parcouru depuis Copenhague. Certainement, pour moi, il est crucial que demain, un accord soit adopté. Depuis Kyoto, il y a 18 ans, il n'y a pas eu d'accord mondial. Et en absence d'un accord mondial, le marché public et privé à travers le monde n'a pas le signal. Donc je suis d'accord avec M. Lalonde là-dessus. Il est absolument crucial d'adopter un accord demain. Mais faut-il encore qu'il ne sera pas contraignant cet accord? Parce que Kyoto aussi a été signé et derrière, les engagements n'ont pas été tenus. Donc on peut tous demain signer. D'ailleurs, la signature n'aura pas lieu demain, elle aura lieu début de l'année. En début 2016, tout le monde peut signer, mais personne ne peut tenir ses engagements s'il n'a pas envie. Puis en plus, personne n'ira vérifier. En fait, pour tout accord international, les pays restent souverains. Ceci dit, quand un pays s'engage, ça prend beaucoup pour qu'il se désengage de ce qu'il a dit. Donc,
ça fait partie de la diplomatie et des relations internationales. Donc bien sûr, personne ne va déclencher une guerre contre un pays parce qu'il a promis de passer au renouvelable et il n'est pas passé au renouvelable. Mais le fait de s'être engagé et d'avoir publié une stratégie nationale, ça veut dire quelque chose. Maintenant, est-ce que le texte aurait pu être plus ambitieux? C'est sûr. Nous restons dans un contexte où il faut trouver le langage qui peut satisfaire tous les pays du monde. Ismaël Bachirou. Oui, je voulais compléter, madame, c'est par rapport à l'aspect continental de l'accord. Il faut se dire qu'on a eu le protocole de Kyoto. On a assisté à des grands pays qui ne sont pas engagés parce qu'il y avait des actes, c'était contraignant. Les États-Unis. Et au final, il y a le Canada qui s'est désengagé. Donc en Afrique du Sud, on s'est dit qu'il faut un accord mondial qui va englober tout le monde et qui va engager tous les pays. Et là maintenant, avec les problèmes qui se posent aux États-Unis, comme l'a dit Monsieur le ministre, Obama a des problèmes, il n'a pas le Congrès, il n'a pas le Sénat. On insiste à avoir cet accord très contraignant. On risque de perdre les États-Unis, on risque de perdre la Chine, alors que la Chine et les États-Unis comptabilisent à peu près 42% des émissions de gaz à effet de serre. C'est la difficulté de ces négociations. Oui, vous dites en fait qu'il ne faut pas les contraindre, il vaut mieux les amener petit à petit, tout doucement il faut avoir les termes qui permettent à tout le monde de s'engager. Il faut avoir les termes pour que tout le monde puisse s'engager. Moi, je pourrais vous dire que je serais content d'avoir un accord contraignant pour tout le monde, mais aussi, je ne peux pas me permettre d'oublier qu'il y a des grands pays qui doivent être emballés dans cette machine. Oui, donc vous prenez tout le contexte, un contexte global. Vous ne pensez pas qu'à vous, les Comores, mais vous avez aussi en tête les difficultés des autres pays. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. En tout cas, on espère qu'un accord sera validé. Normalement, il devrait l'être. Le coup de marteau, parce que ça se passe avec un coup de marteau, hein, Jean-François Juliard, en un mot. C'est le coup de marteau demain, Laurent Fabius. Oui, à quelle heure, je ne peux pas vous le dire, parce qu'aujourd'hui, les paris sont ouverts. Personne n'est capable de savoir exactement à quelle heure ça va venir. C'est par consensus, donc? Oui, c'est par consensus. Et à un moment donné, c'est la responsabilité de Laurent Fabius en tant que président de cette COP de donner ce coup de marteau et d'estimer que le consensus est suffisant et de donner ce coup de marteau final. Et on suivra ça évidemment sur France 24. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur notre antenne. Tout de suite, le journal.